sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Laurent Brun, qui est donc le secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots. D'abord, effectivement, merci d'être venu. Donc, dans un premier temps, je souhaiterais présenter le comité de vigilance, puisque nous avons créé ce comité de vigilance citoyenne pour le service public ferroviaire le 3 octobre 2018. 2 réunions sont tenues depuis pour échanger sur la réforme du système ferroviaire et ses conséquences, sur les attentes du service vis-à-vis du service public de la part des usagers, et donc sur la confrontation entre ces attentes et la réalité de la situation. Un plan de travail a commencé à être établi pour les prochains mois, afin d'étudier 3 thèmes en particulier, en plus de l'actualité dans les territoires. Premier thème, l'environnement et le service public ferroviaire. Deuxième thème, les territoires et le service public ferroviaire. Et le troisième thème, la politique de l'Union européenne en matière ferroviaire. Participent de manière régulière au comité de vigilance 10 partis politiques, 2 associations d'usagers à caractère national et plusieurs associations d'usagers à caractère régional, dont certaines sont présentes aujourd'hui, des personnalités civiles et bien sûr la Fédération CGT des cheminots et d'autres représentants de la CGT. Le comité de vigilance recense un grand nombre de mobilisations locales des usagers élus et cheminots ces 3 derniers mois pour la préservation de lignes, de gares ou de dessertes. Certaines de ces manifestations sont relayées via un blog que nous avons créé pour l'occasion il y a quelques semaines. Pour donner quelques exemples, encore dans les derniers jours, 300 personnes élues, usagers, cheminots rassemblés à Valence TGV contre la suppression des dessertes TGV dans les villes moyennes. 200 personnes à Luçon, je crois, ce matin, on disait, et d'autres rassemblements ces derniers jours un peu partout dans le territoire. La réforme est donc loin d'avoir apporté des solutions aux problématiques que connaît le mode ferroviaire. Au contraire, l'un des objectifs du comité de vigilance est de donner une visibilité nationale à ce mécontentement, aux exigences des usagers du service public et aux éventuelles contre-propositions qui pourraient faire consensus entre les participants. Il s'agit de mettre en lumière la réalité de la réforme du système ferroviaire en regard des nombreuses promesses mensongères que le gouvernement a véhiculées pendant le conflit des cheminots pour éviter que l'opinion publique ne bascule totalement en leur faveur. Donc le contexte dans lequel ce comité de vigilance travaille, il est double. D'abord des exigences environnementales qui ont été exprimées par la population dans des manifestations sur le réchauffement climatique, qui ont été à la fois surprenantes et massives, et d'ailleurs surprenantes parce qu'elles étaient massives, et donc qui traduisent une vraie attente de la population sur des mesures concrètes, fortes, en matière de préservation de l'environnement. Et elles se confrontent, ces exigences, à une absence totale de politique gouvernementale de report modal de la route sur le rail, que ce soit en matière de transport de voyageurs comme en matière de transport de marchandises. Le transport étant pourtant un gros pourvoyeur d'émissions de gaz à effet de serre. Je crois que c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre qui concernent le domaine du transport. Le deuxième élément, ce sont les exigences sociales qui se sont exprimées, qui s'expriment en ce moment sur l'avenir des territoires et aussi sur la vie chère, sur le pouvoir d'achat. Elles se confrontent à l'abandon de la logique de mutualisation liée au service public, la politique de marge qui incite à la hausse des tarifs et l'abandon des dessertes et de lignes dans les zones jugées non rentables, et notamment les territoires ruraux. Ce contexte appelle d'autres réponses que la piètre réforme libérale du système ferroviaire qui a été votée par les parlementaires LREM et de droite, il faut le préciser, en juin 2018. Et donc j'en viens à un point concrètement sur où en sommes-nous de cette réforme 6 mois après son vote, où en sommes-nous de sa mise en place. Sur la réforme en elle-même, donc les éléments qui restent à écrire, que ce soit les décrets ou les ordonnances, sont nombreux. Les organisations syndicales ont été reçues par le ministère le 5 octobre dernier. Comme à son habitude, celui-ci écoute mais ne tient aucun compte de l'avis des représentants du personnel. Et donc nous sommes dans une écriture en secret des décrets et des ordonnances. Les décrets qui sont travaillés en premier, on va dire, sont les décrets concernant la transférabilité du personnel. Sur ce point, la négociation avec le patronat s'avère totalement stérile. Les organisations syndicales qui se sont engagées, alors la CGT n'en fait pas partie, mais qui se sont engagées dans l'accompagnement de ce dossier, constatent le refus de toute concession de la part du patronat et du gouvernement. Une deuxième réunion de branche a d'ailleurs lieu aujourd'hui, et une troisième aura lieu le 11 décembre, avant de conclure sur cette affaire de transférabilité du personnel.
Concernant les ordonnances, nous arrivons donc à échéance du délai de 6 mois pour la première série d'ordonnances qui doivent être publiées. Donc doivent être publiées les ordonnances sur l'ouverture à la concurrence, en l'occurrence les modalités de transfert aux autorités organisatrices des matériels roulants et des ateliers, les questions liées à la tarification quand on a plusieurs intervenants, les questions liées à la bioéthique, à la régulation des circulations, des correspondances, etc., etc. C'est la priorité absolue du gouvernement, et ça rejoint la question de la transférabilité du personnel, puisque le gouvernement se fixe comme objectif de permettre rapidement les premiers appels d'offres par les régions. Une fois que le cadre réglementaire sera fixé, les régions peuvent commencer à travailler l'appel d'offres, même si la réforme continue à devoir être précisée, les appels d'offres étant de toute façon un processus long, on parle de 2 à 3 ans en amont, il y a donc affichage de volonté politique, et puis ensuite on détaille le technique. Cet affichage de volonté politique, il répond à un des sujets portés par de nombreuses associations d'usagers, par les partis politiques et par la CGT des finaux, sur le fait que cette réforme est passée, mais qu'on peut en contester la légitimité. Et donc, tant qu'elle n'est pas en place au 1er janvier 2020, on continue à critiquer cette réforme. Le gouvernement, évidemment, lui veut ancrer cette réforme dans la réalité le plus rapidement possible. Et donc, il axe tout sur la concurrence. Nous devrions, organisation syndicale, être reçus systématiquement avant chaque série de textes qui seront publiés par le gouvernement. Et donc les autres ordonnances qui sont prévues, dans 3 mois sur les péages et la révision des contrats de performance, et dans 6 mois sur le groupe ferroviaire unifié, son organisation, ses missions, la gestion des gares, la gouvernance du groupe, les conditions d'indépendance du SNCF Réseau, etc., etc. Donc ça, c'est la première partie, suivant où en sommes-nous du point de vue technique au niveau de l'avancée de cette loi. Les ordonnances à 6 mois ne sont pas encore, leur texte n'est pas encore connu, puisque les échanges que nous avons eus sont à sens unique, mais on nous a confirmé qu'elles devraient sortir avant la fin de l'année. Le complément des ordonnances et de la loi de réforme ferroviaire, c'est la loi d'orientation sur les mobilités, puisque le ministère considérait que la loi le pacte ferroviaire restructurait l'outil et que la loi d'orientation sur les mobilités fixerait le cap politique en matière de transport de la part du gouvernement. Or, cette loi sur les mobilités, elle est aussi discutée en ce moment. Elle sera votée en fin d'année ou en début d'année prochaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne répond pas aux promesses qui étaient faites pendant le conflit sur au moins 2 aspects. Premièrement, sur les financements des infrastructures, qui est le seul aspect réellement concret de cette loi. Ce financement des infrastructures est revu à la baisse par rapport aux annonces lors du conflit, puisque la ministre des Transports annonçait lors du conflit que le gouvernement avait choisi le scénario 2 du rapport Duron sur les infrastructures, ce scénario 2 prévoyant 60 milliards d'investissements sur 10 ans, de manière à maintenir les infrastructures existantes en l'état. Le scénario 1 étant un scénario de repli, le scénario 3 étant un scénario de développement. Donc là, le ministère choisissait le statu quo. Statu quo qui nous pose déjà problème en regard des enjeux environnementaux. Mais statu quo qui permet de stabiliser la situation. En réalité, les montants qui sont prévus dans la LOM ne sont pas de 60 milliards, mais de 56 milliards sur 10 ans. Et donc, nous ne sommes même pas sur le maintien de la situation existante. Également, deuxième point de cette LOM, c'est l'implication de l'État. Or, on se rend compte que l'État ne s'implique pas et que toute sa stratégie repose sur le développement de l'automobilité ou la mobilité individuelle, quoi, à travers des solutions personnelles, donc la marche à pied, la trottinette, le vélo, le covoiturage, ces solutions-là. C'est aussi le message de dire que nous ne voulons pas organiser le transport, donc débrouillez-vous entre vous. Ça s'appuie sur le développement de nouvelles technologies qui pourraient permettre un fonctionnement plus collaboratif entre les citoyens. Mais encore une fois, on fait reposer sur l'individu et sur le citoyen
la question de l'évolution des modes de transport. Ce qui nous paraît, nous, pas inintéressant, mais très largement en dessous de ce qui est nécessaire, puisqu'il faut quand même discuter d'outils collectifs de transport et d'infrastructures collectives de transport pour savoir ce que l'on développe, comment on réoriente les choses, etc. etc. Donc une loi LOM qui ne répond pas aux promesses affichées et qui ne contient pas non plus, puisque c'était une promesse du ministère mais qui n'était pas, là pour le coup, affichée à l'extérieur, qui nous était faite nous lors des tables rondes, cette LOM ne contient pas non plus de ressources supplémentaires pour les collectivités locales, de manière à ce qu'elles financent les besoins de transport. Et donc j'en viens maintenant à la mise en place concrète de la réforme et son impact sur le système ferroviaire depuis 6 mois. Nous avons point par point de cette réforme des effets très concrets sur la préparation au passage en société par action et donc le passage à l'application du droit privé à la SNCF. Les objectifs ont été fixés par le président Pépi à la rentrée. Ces objectifs sont une hausse du chiffre d'affaires de 20% et une hausse de la marge opérationnelle de 50% d'ici 2026. Donc une pression en faveur de la croissance externe, en faveur de l'augmentation des prix et pour la diminution de la masse salariale. Ce sont les objectifs financiers qui n'ont pas de rapport avec la question de l'offre de transport et de la politique ferroviaire. Le deuxième élément, c'est la préparation de l'ouverture à la concurrence. Il n'y a plus aucune solidarité ou mutualisation financière entre activités et à l'intérieur des activités entre produits. Le prix du produit vendu, alors qu'il soit vendu directement à l'usager ou qu'il soit vendu à une collectivité, le prix du produit vendu est adapté au marché. Et donc selon qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on adapte le prix. Les coûts sont adaptés au prix pour maintenir la marge. Et notamment adapter les coûts en jouant sur la qualité. Et donc, selon que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, vous n'avez plus le même service, et c'est vous qui supportez d'une certaine manière la solidarité, puisqu'il n'y a plus de solidarité organisée par l'entreprise publique en finançant les activités rentables avec les activités non rentables, enfin, finançant les activités non rentables par les activités rentables, ce qu'on appelait la péréquation tarifaire. Cette situation amène en traduction concrète TGV à segmenter de plus en plus son offre entre Inouï de luxe et Ouigo low cost, également à supprimer les dessertes de villes moyennes jugées non rentables, et donc on a, on va dire, une segmentation de l'usager et une segmentation du territoire. Et au niveau du TER, on a sensiblement la même chose, avec une segmentation de l'offre entre trois produits, Proxy, Chrono et City, qui, là aussi, adaptent le niveau du service à la réalité du territoire. Et donc, si vous êtes à la campagne, il y a de grandes chances que vous ayez moins de trains, avec moins de personnel à bord et dans les gares, voire pas du tout, que si vous êtes en dessert de métropole. Et donc, c'est une remise en cause de l'égalité de traitement entre les usagers qui nous paraît, nous, extrêmement inquiétante, parce que pour l'instant, on est sur 3 produits, mais on peut aller beaucoup plus loin, et on peut aller beaucoup plus loin dans la dégradation de la qualité du service, dans l'objectif, soi-disant, de s'adapter aux besoins. Évidemment, dans tout ça, et je le dis tranquillement ici, évidemment dans tout ça, l'entreprise qui se prépare à une gestion de droit privé préserve sa marge. Et par exemple, aujourd'hui, la SNCF fait autant de marge sur un Ouigo que sur un Inouï. Voilà. Parce que justement, on a adapté la qualité offerte aux usagers. Le troisième point, c'est la préparation de la filiale gare, qui fait partie de la réforme. Nous avons une suppression massive de guichets et une fermeture de gares pour avoir à terme une filiale gestionnaire des espaces commerciaux dans les grandes gares et simple donneuse d'ordre sur le service minimum, propreté, sécurité, réparation. Pour le reste, soit ce sera transféré aux collectivités territoriales, soit ce sera tout simplement vide et fermé. Un exemple de cet objectif qui n'est pas un objectif financier mais un objectif politique, puisque le président Pépi affirme que les gares coûtent cher et que c'est pour ça qu'on les ferme. En réalité, nous sommes dans un objectif politique de construction de cette filiale, et nous avons un exemple très concret, c'est que depuis le 1er décembre, 70 km de lignes dans le Cantal sont sans guichet, tous les guichets ont fermé. Or,
Ces guichets étaient tenus par des agents de circulation qui faisaient à la fois la circulation des trains sur voie unique et en même temps la vente au guichet. Ces agents ne peuvent pas être supprimés puisqu'évidemment ils sont nécessaires à la circulation des trains. Donc les agents sont toujours là, on n'en a supprimé aucun, et pourtant il n'y a plus un guichet d'ouvert. Donc on voit bien qu'on n'est pas là sur une logique économique, mais qu'on est sur une logique politique, et qui va évidemment pas dans le mieux-disant au niveau du service public. Quatrième point, la préparation de la filiale fret, qui se résume à peu de choses en vérité, puisque la problématique de ce gouvernement, c'est que ses solutions sont libérales, et qu'il est complètement, comment dirais-je, idéologiquement incapable de voir autre chose que les solutions libérales. Or, les solutions libérales, quelles sont-elles ? Mise en concurrence pour le dumping social, équilibre généré entre l'offre et la demande par le marché, etc. etc. Ces solutions-là ont déjà été mises en place dans le transport de marchandises, et donc évidemment, on ne peut pas les remettre en place puisqu'elles sont déjà effectives. Comme ce gouvernement n'a pas d'autres idées que celles-là, eh bien sur le transport de marchandises, il ne met rien en place. La politique de la SNCF est donc sera donc, si tout se passe bien, de présenter un plan d'affaires qui prévoit 1% d'augmentation du chiffre d'affaires par an. Étant donné l'évolution des prix et l'évolution de l'inflation, on peut comprendre de cette orientation-là qu'on aura une réduction légère mais continue du volume transporté d'année en année. Donc on continue d'être sur un repli du transport de marchandises par voie ferrée. Le cinquième point, c'est la trajectoire économique, puisque l'un des sujets, c'était que cette réforme, comme toutes les réformes précédentes, puisque toutes les réformes précédentes qui ont été critiquées par les suivantes, se targuait de régler la question du financement. Donc celle-là aussi, on nous a expliqué que la question du financement était réglée. Aujourd'hui, nous avons quelques indicateurs sur la trajectoire économique. Tout d'abord, un désengagement financier de l'État qui se poursuit avec un report sur les collectivités territoriales. Pour exemple, le budget 2019 de SNCF Réseau prévoyait, selon le pacte ferroviaire qui a été voté il y a 6 mois, une contribution de l'État à hauteur de 958 millions d'euros, alors que le budget n'acte que 503 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment la moitié de versement par l'État. Et ce sont les autres collectivités qui sont appelées à compenser ce différentiel. Donc on est vraiment dans un report de charge de l'État sur les collectivités. Également, l'argent magique, comme dirait le président de la République, dans cette réforme, c'est la productivité. La productivité des cheminots. Nous avons eu donc sur cet aspect-là l'annonce du président Pépi de suppression de 15% des effectifs d'ici 2026, ce qui est énorme. 15% des effectifs, ce n'est pas qu'une question comptable. Comptablement parlant, effectivement, avec une masse salariale moins importante et un chiffre d'affaires en hausse, on fait de la productivité. Mais pratiquement parlant, 15% d'effectifs en moins, c'est aussi du service en moins, de la présence à bord et la présence dans les gares, de l'entretien des voies et du matériel, etc., etc. Donc on est sur un vrai repli de l'entreprise publique. Également, pour illustrer l'impact de ce repli, le budget SNCF, le budget 2019 de SNCF Réseau, et ça ce sont les prévisions de l'entreprise, pas les prévisions de la CGT ou de qui que ce soit d'autre, 733 emplois supplémentaires sont nécessaires pour respecter le plan de charge en matière de travaux. 233 emplois supplémentaires sont nécessaires pour respecter le plan de charge en matière de maintenance. Donc quasiment 1000 emplois supplémentaires nécessaires. Mais au final, aucun ne sont créés et on supprimera même 285 postes. Donc on voit bien que les cheminots vont être appelés à en faire plus. Les chiffres traduisent aussi qu'on va diminuer ce qu'on a à faire, et notamment en matière de maintenance préventive, ce qui pose ensuite d'autres problèmes sur la qualité de service. Et en tout état de cause, c'est cette suppression d'emplois-là qui finance une partie de la réforme ferroviaire. En lien avec la trajectoire économique, puisque c'était aussi l'un des éléments importants de la réforme, même si le gouvernement ne voulait pas en parler initialement, la question de la dette. Alors sur la question de la dette, nous sommes particulièrement interrogatifs, voire même en colère, puisque le choix du gouvernement, qui
qui est d'une certaine manière officielle, puisque on nous a transmis des documents clairs. Le choix du gouvernement s'oriente donc sur le montage d'une caisse de la dette publique pour la constitution d'un système de dette miroir. Alors, pour expliquer très très rapidement le sujet, la dette miroir, c'est le fait que cette caisse de la dette publique ne sera dotée de quasiment rien de la part de l'État, et que la SNCF va en même temps lui prêter 35 milliards et lui emprunter 35 milliards. C'est un système de montage financier qui est apparemment assez courant dans les entreprises. Ça devrait aboutir au maintien du poids financier de l'endettement. Donc nous n'aurons pas, comme cela avait été annoncé, 1 milliard d'euros de charges en moins sur le système ferroviaire du fait de cette reprise de la dette, puisqu'il n'y a pas de reprise de la dette. Cette dette reste au bilan de SNCF Réseau. Et également parce que les quelques intérêts qui sont économisés par ce système-là seront intégralement compensés par la poursuite de l'augmentation de la dette et donc l'augmentation de la charge financière de celle-ci, et puis l'augmentation des taux d'intérêt liés au désaccouplement de l'État de ces entreprises publiques au travers du passage EPIC en SA. Il faut préciser que l'État, dans les documents qui nous sont transmis, parmi ces objectifs ne figure pas de politique ferroviaire. Parmi ces objectifs sur ce sujet-là figure par exemple le fait de respecter l'intérêt des créanciers. Donc pour préserver l'intérêt des créanciers, on met en place un montage qui aura finalement un effet extrêmement limité sur le système ferroviaire. Et puis évidemment, en matière de reprise de la dette et de trajectoire économique, nous n'avons toujours pas d'équilibre financier du système, puisqu'il y a toujours chaque année une création d'endettement supplémentaire pour équilibrer financièrement le système. Donc nous voyons bien que cette réforme, comme les précédentes, n'a toujours pas réglé la question financière. Je termine par le dernier point en termes d'effets sur la gouvernance, puisque nous avons une direction centrale de la SNCF fragilisée par l'annonce de départ du président, qu'il y a des tiraillements des activités dont chacune défend son intérêt propre, et qu'il y a un affaiblissement de la capacité du niveau central à réguler ces tiraillements. Donc on va vraiment, à la fois politiquement par les choix de la réforme et, on va dire naturellement par les choix internes à l'entreprise, on va vraiment vers un éclatement du système. En conclusion, le premier bilan qu'on peut tirer d'étape de la réforme à 6 mois est mauvais. Il ne correspond pas aux promesses du gouvernement, puisque dans la deuxième partie du conflit, le gouvernement avait beaucoup fait de promesses sur la baisse des prix, l'amélioration de la qualité de service, et y compris on entendait certains députés avancer qu'on allait réouvrir des lignes ferroviaires grâce à la concurrence. Tout ça est très éloigné de ce qui se passe. On a une réforme qui aggrave la situation des usagers, qui aggrave la situation des territoires. Je ne reviens pas sur les fermetures de petites lignes, mais aujourd'hui, au regard de ce que j'ai dit sur la loi, sur le choix du scénario Duron et des financements publics, il n'y a absolument aucune solution réelle sur les petites lignes. Et puis, aggrave évidemment la situation des cheminots, parce que la purge sur les effectifs a un effet dramatique et sur le moral des troupes et sur les conditions de travail. Donc, bilan extrêmement négatif de ces 6 mois de mise en œuvre de la réforme. Le comité de vigilance et ses membres constatent l'utilité du comité pour dresser ce bilan et dresseront régulièrement un bilan de la mise en œuvre de la réforme à chaque étape importante.